paupières pour donner une expressivité au robot. Et je pensais à une chose, j'ai quand même vu moi une application, et c'est une application japonaise, de tête synthétique. Et en fait c'était pour servir d'interface dans des centrales nucléaires. Ça avait été proposé en fait pour, comme solution pour éviter qu'un Tchernobyl arrive de nouveau, où ils étaient partis du constat que la catastrophe était liée à une série d'erreurs humaines amplifiées par une forme de panique, liée à une interface uniquement en ampoule. En gros, dans Tchernobyl, ils étaient face à un ordinateur type 2001, avec juste des choses qui clignotaient, et que ce fait-là pouvait amplifier des erreurs et empêcher un ingénieur de réagir comme il fallait. L'idée était de mettre une tête humaine qui avait un effet pour calmer la personne en face, et pour lui parler et lui dire « il n'y a pas de problème, tu as ton temps ». Ça a très bien marché à Fukushima. À Fukushima, ça a super bien marché. Tu vas enfoncer tes barres de bord, calmement, appuie sur moi. Je regarde l'heure et je me rends compte qu'il nous reste à peine une petite dizaine de minutes. Donc à moins que vous ayez quelque chose, alors évidemment on a à peine esquissé la chose, on n'a notamment pas parlé mais en même hein, on n'a pas parlé des androïdes, on n'a pas évoqué Philippe Cadic. En même temps, étant moi-même un fou de Philippe Cadic, j'évite d'en parler, sinon j'ai l'impression de toujours parler de la même chose. Mais j'ai envie de dire quand même, juste pour en dire un mot, que Philippe Cadic s'intéresse vraiment très peu à la robotique. Ce qui l'intéresse, on est directement dans la conception de l'humain et du rapport qu'il peut y avoir entre sa propre nature et l'humanité. Et ce qui l'intéresse effectivement, c'est avant tout les questions philosophiques. Et qu'en plus, chez Dick, il y a cette idée géniale qui est que moins son personnage a l'air d'être un robot, meilleur est son effet. Quand c'est un robot qui s'ignore. Chose qui serait évoquée, vous avez envie d'en parler. C'est sûr que voilà le problème de la robotique, quand on écrit de science-fiction, on ne paye pas les effets spéciaux, on ne paye pas les nombres d'engrenages et tout. Donc nous, on saute à l'intelligence, puis après on saute à la conscience, puis après on saute au danger, à la domination, à l'extermination des humains. On déplie tout le truc, nous ça ne nous coûte rien. Hein. On n'a pas un budget, on n'a pas besoin que le robot aille ici ou ailleurs, on écrit. Donc dès qu'on réfléchit en termes d'intelligence artificielle de robots, eh ben, chez nous ça va très vite. On ne se pose pas les problèmes que vous nous posez, puisque nous on les a déjà... C'est pas moi qui me les pose, je les ai. Voilà. Et c'est là où justement le combat est un peu inégal, c'est que vous allez, ça n'a rien de personnel, hein, mais voilà, vous allez dérouler des trucs qui peuvent faire très peur aux gens, alors que nous on sait que techniquement il n'y a pas de raison que ça arrive. Oui, mais la fonction de la science-fiction depuis toujours, ça a toujours été, entre guillemets, pas de faire peur, mais de dire voilà, la voiture est créée, nous il faut qu'on pense aux embouteillages. Donc quand on pense robotique, on ne pense pas sur la rotule, ou quel est le problème de faire une rotule ou une hanche, etc. On se dit, mais bon, quand ils vont devenir conscients, quand ils vont devenir intelligents, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est là où, moi j'aime beaucoup la science-fiction, donc je ne vous empêche pas au contraire continuer. Et voilà, il faut que vous soyez conscient, c'est le cas de dire, que quand vous dites quand ils vont devenir conscients, qu'est-ce qui va se passer? Moi je vous dis, ils ne deviendront jamais conscients. Voilà, alors ça, mais c'est tout, c'est juste, et vous prenez un postulat qui, à mon avis, est pas réaliste, mais on n'est pas là pour être réaliste, on fait des films de science-fiction, des livres de science-fiction. On ne fait pas de la prospective, on essaie de des situations dramatiques sur lesquelles se donnent des thèmes. C'est pour ça que ce qui m'intéresse, voilà, ce que je disais tout à l'heure, pour moi, votre réflexion, elle est intéressante sur l'homme, la société, son fonctionnement, plus que la science-fiction va servir à faire des garde-fous et à balancer du principe de précaution dans la tête, dans les pattes des roboticiens. Voilà, il faut bien qu'on s'entende là-dessus. Mais c'est rigolo parce qu'on est... justement, vous avez été un peu victime de la perfection de certaines œuvres qui ont induit à penser, par exemple, après 2001, l'Odyssée de l'espace, beaucoup de chercheurs étaient convaincus que dans les années 80, ça y est, il y aurait des IA conscientes. Et on prévoyait déjà, il y a un certain nombre de chercheurs qui se sont engouffrés dans ce truc-là, comme dans le domaine de la biologie, il y a eu un engouement pour la génétique qui a donné quasiment rien en termes d'application pratique. Mais la SF avait promu un type d'imaginaire à base d'ADN. Il n'y avait pas un bouquin sans ADN. Dedans et ça disait... On n'avait pas de venir Internet. Non. Oh, il y en a quelques-uns, mais ça n'a pas forcément Flores. Mais oui, il y en a quand même. John Ford déjà parlait d'Internet dans les années 80. Et c'est marrant de voir l'IA justement comment
ce qui a donné les apôtres de la singularité technologique. Il y a un enfant de 2000 d'ailleurs. Et c'est marrant de voir comment c'est repoussé de 5 ans en 5 ans en 5 ans, et ce qui est une preuve indirecte qu'on n'y croit plus vraiment, parce que de toute façon, ceux qui font de la hard science réellement. Mais cela dit, il y a quand même, moi je trouve qu'il y a un bouquin assez fondamental sur cette limite entre l'humain et la machine, qui est le problème de Turing de Harrison et Marinowski, qui pose très très bien les jalons entre qu'est-ce qu'être humain et qu'est-ce qu'être machine et qu'est-ce qu'être entre les deux. Oui, et au-delà des livres, il y a quand même le film de Ridley Scott, Blade Runner, c'est vraiment le sujet tout à fait, du film. Donc, juste pour dire, effectivement, on a exploré donc, ce motif du robot et de l'androïde. Comme on l'a vu, il va être utilisé de manière extrêmement diverse, ou comme objet même d'une fascination technique dans une conception de la guerre d'impact, ou dans ses applications pour la société, dans une projection de différentes fonctions, ou comme support aussi de réflexion philosophique, plus sur la nature de l'humanité. Mais avant, il nous reste 5 minutes pour prendre des questions dans la salle. On aura donc des réponses courtes. Bonjour. Alors je vous remercie pour ce débat vraiment passionnant. Est-ce que vous m'entendez? J'aurais 100 questions à vous poser, mais si vous en avez une, ce serait que pensez-vous de la méfiance dans la science-fiction vis-à-vis des robots, et plus précisément du racisme qu'on retrouve dans beaucoup de nouvelles, dans beaucoup de récits? Racisme anti-robot? Oui, c'est ça. Moi j'ai l'impression qu'on a dépassé ça. J'appellerais pas ça du racisme. Mais la méfiance, c'est normal, c'est la science-fiction, c'est toujours une extrapolation, et comme c'est de la littérature et comme il faut accrocher le lecteur, on va plutôt chercher les trucs qui font peur que les trucs qui rassurent. Mais c'est un miroir aussi de nos peurs. Cette littérature-là, quand vous regardez la science-fiction des années 50, au cinéma ou en littérature, on avait peur du nucléaire. Bon, bah là, maintenant, on a peur d'Internet, on a peur des robots. Et aussi du nucléaire. Vous avez parlé des robots japonais notamment, et donc il y a aussi des exosquelettes plus des robots télécommandés, on va dire, et aussi des robots qui font peur. Mais j'ai l'impression que surtout au Japon, c'est deux choses différentes. Le robot qui va être indépendant, qui va être plus intelligent que l'homme, qui va surpasser l'humanité. J'ai l'impression que c'est plus un problème européen ou occidental, mais pas japonais. Que les Japonais, le robot n'est pas indépendant. Ça dépend. Regardez Ghost in Machine, c'est quand même un petit peu le moteur qui est au centre de toute la licence. Donc ils ont aussi ces questions-là, les Japonais, sur l'intelligence des robots. Mais c'est vrai que c'est bien avant Avatar et bien avant James Cameron, c'est les premiers à avoir fait des robots entre guillemets dans lesquels les gens rentraient, qui étaient espèces de robots de combat ou des robots de travail. On n'en voyait pas trop avant, je crois. Non. Il y avait Iron Man quand même avant. Enfin, c'était avant. Non, mais C'est une combinaison, c'est pas un robot. C'est un exosquelette. Pour moi, entre Goldorak et Iron Man, il n'y a pas de différence. Il y a un bonhomme à l'intérieur d'un robot. C'est vrai que du méca, là où je vois la différence, c'est effectivement la personne qui rentre dans le méca, c'est déjà The Ghost in the Machine. Il y a déjà une âme dans le robot. Et quand ils vont pousser ça, et notamment c'est Mamoru Oshii, qui est quand même le créateur des robots les plus sexy de la planète, ils vont pousser ça vers le philosophique, effectivement, avec qu'est-ce qui reste comme part d'humanité. Mais je suis assez d'accord que chez les Japonais, du fait notamment du Shinto, de l'animisme japonais, et finalement du peu d'importance de la nature physique pour le fait d'avoir une âme, on a effectivement un dépassement de cette question-là. Les questions qui se posent, un cerveau n'est pas forcément moins humain s'il est artificiel. La technosphère, quand elle est traitée par le Japon, ou même par une partie du cyberpunk, je trouve, elle est traitée comme une nature de substitution. Donc traiter de l'homme par rapport au robot, c'est comme traiter de l'homme par rapport à autrui d'une manière générale. Donc c'est effectivement, il y a un côté effectivement animiste, mais il y a un côté tout simplement réaliste. C'est qu'on ne vit plus dans la nature et qu'on interagit avec des objets manufacturés comme nos ancêtres interagissaient avec la nature, c'est-à-dire des choses concrètes
qui ne comprenaient pas forcément, et c'est le cas de la technologie actuelle, on ne comprend plus comment ça marche, c'est devenu tellement complexe qu'on ne peut plus avoir de vision globale de comment ça marche à l'intérieur. On est obligé de faire confiance aux techniciens qui les ont programmés ou qui les ont fabriqués. Mais on a un rapport qui devient instinctif parce qu'on ne comprend plus justement, on n'est plus dans la rationalité simple. C'est des casseroles, quoi. C'est des êtres animés qui ont peut-être des intentions justement. Donc voilà. Qui sont pas forcément leurs intentions, mais les intentions de ceux qui les ont programmés, ne serait-ce que pour les faire tomber en panne 5 ans plus tard pour s'en racheter un autre. Donc voilà, c'est la vision aussi, les problèmes qu'on a avec les robots dans la SF, c'est aussi les problèmes qu'on a avec n'importe quel objet manufacturé dont on n'a pas le contrôle au final. Parce que la société ne nous laisse plus le contrôle de ça. C'est vrai qu'on pourrait réfléchir à cette idée, j'imagine, du robot comme interface ultime. Ultime interface C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui par ici passe un moment dans sa journée, au moins un petit moment dans sa journée à se battre avec une interface qui est censée être intuitive, et à mesure qu'on remplit, qu'on anime notre monde, qu'on le rend de plus en plus technologique, on peut effectivement imaginer qu'une des questions, comme je dis, ultimes, ce serait d'avoir un interlocuteur auquel